En neurosciences, ce qu'on vous apprend, c'est que ce que fait la vision du monde, et c'est très important, c'est qu'elle filtre les souvenirs. D'accord? La raison, c'est que chaque jour, vous absorbez énormément d'expériences. Si votre cerveau devait absorber toutes les expériences, il exploserait, car il y aurait trop d'informations à traiter. Par conséquent, votre vision du monde traite différentes expériences. Elle fait la différence entre les expériences qui sont importantes et celles qui ne le sont pas. Les expériences qui sont importantes, bien sûr, vont dans votre mémoire à long terme. Le problème avec ça, c'est qu'en est-il des bébés? En théorie, les bébés ne devraient pas avoir de vision du monde. Ils ne devraient pas avoir de personnalité. Mais si c'est le cas, alors comment traitent-ils les souvenirs? Comment savent-ils quels souvenirs garder et quels souvenirs ne pas garder? L'autre chose, c'est que j'ai 3 enfants. Et je peux vous dire qu'ils ont tous des personnalités distinctes. On dirait qu'ils sont nés avec une vision du monde. Et alors la question est, d'où cela vient-il? La couleur de vos yeux, vos cheveux, votre taille viennent de l'ADN de vos parents, non? Alors, est-ce que votre personnalité vient de l'ADN de vos parents? Probablement pas. Demandez-vous simplement, suis-je une composition des personnalités de mes parents? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes une personne différente de vos parents. Donc c'est un énorme problème avec ce modèle. D'où vient la personnalité et pourquoi est-elle ancrée en nous dès le premier jour? Ce qui est encore plus problématique, c'est la façon dont nous pensons. La causios. Nous n'avons actuellement aucun modèle pour expliquer comment nous pensons. En fait, si vous étudiez les neurosciences, vous verrez qu'il y a beaucoup de lacunes dans notre compréhension du cerveau. Par exemple, nous ne savons toujours pas précisément à quel endroit exact notre cerveau complexe stocke l'intégralité de notre mémoire. C'est très étrange parce que la mémoire est un élément fondamental de tout, mais nous ne savons pas où elle est stockée dans le cerveau. Ce n'est pas le cas. Nous ne savons pas où c'est stocké. Il y a certaines choses dont nous savons où elles sont stockées. Par exemple, nous savons peut-être où le langage est stocké. Nous savons où les visages sont stockés. Donc peut-être que les visages sont stockés dans l'hippocampe, mais nous ne savons pas où la mémoire est stockée. Donc ce que nous disons, c'est que tout le cerveau stocke les souvenirs, mais c'est une autre façon de dire que nous ne savons pas où c'est stocké. L'autre chose, c'est que notre modèle actuel du cerveau, c'est comme une ville. Pensez au cerveau comme à une ville. Et ce qui fait fonctionner le cerveau, ce sont les routes, ou ce que nous appelons les synapses. Quand elles se touchent, ça crée de l'électricité. Et c'est là que nous pensons que la pensée est générée. Mais cela pose problème parce que nous pensons beaucoup. Alors, laissez-moi vous donner un exemple pour clarifier cela. Maintenant, en cours de sciences, on vous enseigne la méthode scientifique. Qu'est-ce que la méthode scientifique? Eh bien, vous faites des recherches, vous créez une hypothèse à partir de ces recherches, puis vous concevez une expérience pour tester l'hypothèse, ensuite vous recueillez des données, puis vous faites des observations, et enfin, vous affinez l'hypothèse. Et nous considérons que c'est précisément ce qui constitue une façon de modéliser le processus complexe de la pensée humaine. Et c'est une notion que l'on vous transmet systématiquement dans chaque cours, même lors de vos cours d'anglais. N'est-ce pas une réalité que vous observez? Vous faites des recherches, puis vous créez un plan, n'est-ce pas? Le plan comporte une thèse avec 3 arguments, n'est-ce pas? Et ensuite, vous le rédigez, vous faites un brouillon, vous l'éditez, et vous recommencez le processus. C'est ça, c'est ce qu'on vous enseigne à l'école. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, qui va vraiment vous surprendre. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est ce que vous pensez qui fonctionne. Mais en tant que personne bien plus âgée que vous, en tant que quelqu'un qui réfléchit pour gagner sa vie, qui enseigne pour gagner sa vie, qui écrit pour gagner sa vie, je vais vous dire que la façon dont vous pensez réellement est tout l'inverse. En toute réalité, ce qui se produit concrètement, c'est que vous commencez d'abord par concevoir mentalement ou imaginer avec précision l'histoire ou l'idée. Et ensuite, vous devez entreprendre un travail méticuleux à rebours pour parvenir à créer l'ensemble du processus. À l'école, on vous apprend que c'est le processus qui crée l'idée. Ce que je vous dis, c'est qu'en réalité, c'est l'idée qui crée le processus. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous regardez chaque grande découverte scientifique, elle est toujours venue à la personne dans un rêve ou alors où c'est comme si ça surgissait soudainement dans la tête de cette personne. Pensez simplement à une ampoule.
Une ampoule qui s'allume. Un exemple, c'est Albert Einstein. Albert Einstein a créé sa théorie de la relativité non pas dans un laboratoire, ni en faisant des recherches avec d'autres scientifiques, mais simplement en s'asseyant chaque jour dans un bureau de brevet et en rêvassant. Et puis, d'un coup, l'idée lui est venue en tête. Il s'est dit, d'accord, maintenant j'ai cette idée. Ce qu'il va faire ensuite, c'est revenir en arrière et chercher des preuves pour soutenir son idée. Oui, l'hypothèse, c'est l'idée. Non, l'hypothèse et l'assumption. D'accord, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'idée ou le produit final vient en premier, puis on revient en arrière, on crée le brouillon, ensuite on fait le plan, puis on fait la recherche. Je sais que ça paraît bizarre, mais laissez-moi donner quelques exemples de plus. James Watson a élaboré le modèle de la double hélice de l'ADN. Comment il a fait cela? Il a passé des années et des années à essayer de comprendre comment fonctionnait l'ADN. Puis un jour, il a fait un rêve d'un escalier, un double escalier, et il s'est dit, peut-être que c'est le modèle que je dois utiliser. Et ensuite, il a commencé à faire plus de recherches, et il a découvert que oui, ça fonctionne. Mais la question alors, c'est comment cette idée lui est-elle venue à l'esprit? Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'écris des livres, et j'ai écrit 3 romans. Et vous allez pas me croire. Mais ma femme est là, et elle sait comment je travaille. On pourrait penser que quand on écrit un livre, on passe chaque jour à son bureau, à lire des livres, à prendre des notes, puis à transformer tout ça en livre. Non, je ne fais pas ça. Ce que je fais, c'est que je reste allongé dans mon lit et je peux jouer à des jeux vidéo ou lire un livre. Je me lève, je vais marcher au parc, puis je reviens, et là j'ai plein d'idées. Et j'écris toutes ces idées pendant 1 heure, 2 heures sur l'ordinateur. Et ensuite, je suis épuisé. Je n'ai plus d'idées. Et je me dis, bon, demain, qu'est-ce que je vais faire si je n'ai plus d'idées? Je peux plus écrire. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, je me lève et j'ai de nouvelles idées. Et je les écris à nouveau. Je les note encore une fois. Donc, ce n'est pas comme si je générais ces idées. C'est plutôt comme si je recevais ces idées. Si vous me regardez vraiment travailler, c'est presque impossible de croire que je travaille vraiment. Parce que je suis toujours en train de traîner, de marcher ou de rêvasser. Ma femme me dit que quand j'écris ou que je travaille, c'est comme si j'étais possédé. Je suis possédé par quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, je ne vois rien et je ne sais vraiment pas ce que font les autres parce que ça m'est égal. Je m'en fiche parce que je suis concentré sur mon travail. Je vais aussi vous donner un autre exemple, la façon dont j'enseigne. Maintenant, quand vous me voyez enseigner, vous vous dites « Ah, tu dois avoir un script. Tu dois avoir préparé un plan pour le cours. » Je fais pas ça. J'ai une idée, j'ai un cadre dans ma tête. Je viens en cours et j'enseigne. Comment est-ce que j'enseigne? J'observe vos réactions. Je regarde vos expressions faciales. Et en fonction de vos réponses, je commence alors à développer le cadre. Et comment je fais ça? Parce que j'accède toujours à une force supérieure et je reçois ces informations que je peux ensuite vous transmettre en cours. Et c'est pour ça que si vous êtes avec moi depuis très très longtemps, 10 ans, vous saurez que je n'ai jamais donné 2 fois le même cours. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder toutes mes vidéos. J'enseigne ce cours différemment à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, ce que je fais, c'est canaliser une force supérieure et vous la transmettre. Mais c'est une conversation, c'est un dialogue. Et ce n'est pas différent de lire un livre ou de voir un grand tableau. Chaque expérience est unique parce qu'un tableau ou un livre, c'est presque comme une plateforme qui vous permet de faire l'expérience du divin ou d'une puissance supérieure. Quand vous lisez un grand livre, c'est exactement ce que vous ressentez. Vous avez l'impression d'être en conversation avec l'univers. Et ce livre est vraiment un portail vers l'univers. Si vous lisez un très grand livre, je ne sais pas si vous avez lu un grand livre. Donc, si vous voulez vraiment être créatif, vous devez faire confiance à l'univers. Si vous voulez vraiment retrouver votre créativité, vous suivez ce système. Donc, ce que je vous dis, et je sais que ça va sembler bizarre, mais l'école, ça détruit votre créativité parce qu'elle vous enseigne un processus qui ne fonctionne pas. Aucun scientifique dans l'histoire de l'humanité n'a jamais eu une grande idée
en utilisant la méthode scientifique. Je vous le garantis, ils ont tous eu une grande idée grâce à leur imagination, à leur intuition, en canalisant le divin. C'est le cas de chaque scientifique, y compris Einstein, Newton. Oui, attendez. Désolé. Est-ce que tu peux parler dans le... Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi, personnellement, je pense que la méthode scientifique, c'est plutôt la façon dont ces idées inspirantes sont présentées aux autres. Ah oui, oui, donc exactement. C'est juste. Donc j'utilise la méthode scientifique pour convaincre les autres que j'ai raison. Tu as tout à fait raison. Parce que si je disais aux gens oh, j'ai fait un rêve », eh bien, ce n'est pas convaincant. Donc la méthode scientifique, c'est un moyen pour nous de communiquer et de diffuser des idées. T'as tout à fait raison. Mais comme je te le dis, tu n'auras jamais une grande découverte en suivant la méthode scientifique. Il faut d'abord une inspiration, puis tu utilises la méthode scientifique pour expliquer ton inspiration aux autres. Et une autre chose, désolé. Et une autre chose, c'est que je pense que la façon dont les gens absorbent les idées, ou par exemple la façon dont tu as écrit un livre, c'est basé sur ton au moins certains points sont basés sur ton expérience. Parce que, imaginons qu'une personne naisse et qu'elle n'ait aucune connaissance, aucune expérience de quoi que ce soit. Je ne vois pas la possibilité pour elle d'absorber cette énergie à partir de rien. Tu as tout à fait raison. Ouais. Et je vais expliquer ça au fur et à mesure. Mais je veux vous montrer qu'il y a beaucoup de problèmes avec la façon dont la méthode scientifique est enseignée à l'école. Donc, mais est-ce que c'est clair pour vous? Très bien. Mais c'est un bon point. Laissez-moi continuer. Nous avons tellement de preuves que nous communiquons tout le temps avec une puissance supérieure. Très bien. Alors, passons en revue certaines de ces preuves. La première preuve, ce sont les expériences de mort imminente, ou EMI. Les expériences de mort imminente, c'est quand on est sur le point de mourir. Ou alors vous êtes mort pendant genre 10 secondes ou 10 minutes, qui sait. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de ces témoignages sur YouTube, et ils disent tous la même chose. Quand ils meurent, ils voient un tunnel. Et au bout du tunnel, il y a une lumière qui les attire. Ils avancent, et puis soudain, ils se retrouvent en hauteur. Et ils ressentent un amour immense, de la paix, du pardon, de la compassion. Tout va bien. Et ensuite, ils se soumettent à une rétrospective de leur vie. Ils ont l'occasion de réfléchir à toute leur existence. Ils peuvent voir toute la souffrance qu'ils ont causée. Ils peuvent voir tout le bien qu'ils ont fait dans le monde. Et puis, une force supérieure leur demande, et c'est comme Dieu ou un ange, mais il y a différentes interprétations. Tu veux revenir? Et ils répondent toujours, oui, faut que je retourne. Pourquoi? Parce que je dois raconter mon expérience aux gens, et ils reviennent profondément changés. Et encore une fois, ce sont des personnes qui ne se connaissent pas et qui peut-être étaient athées ou simplement des scientifiques auparavant. Mais une fois qu'ils ont vécu ces expériences, ça les transforme à jamais. Donc, les expériences de mort imminente. On a du mal à expliquer pourquoi c'est le cas. Deuxièmement, il y a l'idée des psychédéliques. À travers toute l'histoire de l'humanité, chaque culture a utilisé des psychédéliques. Parce que les psychédéliques étaient un moyen pour les chamans ou les prêtres d'accéder au divin. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous utilisez un certain type de psychédélique, vous finissez par voir les mêmes images, peu importe qui vous êtes. Et c'est pour ça que les civilisations, tout au long de l'histoire humaine, ce qui est incroyable, c'est que si l'on remonte dans le passé et qu'on regarde différentes civilisations dans différentes parties du monde, elles ont des statues et des peintures très similaires, d'accord? Donc, un motif très courant, c'est l'idée du serpent cosmique. Pour une raison quelconque, toutes les premières civilisations ont vénéré un serpent, ou le serpent. Le serpent est une partie très importante de leur culture. Et il est possible que lorsqu'ils prennent des psychédéliques et qu'ils méditent, ils voient un serpent leur parler. Et ils perçoivent cela comme le serpent de la vie. Et ce qui est aussi vraiment intéressant, c'est que le serpent, il ressemble presque à l'ADN, non? Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. La méditation. Quand les gens méditent, quand tu montes vers une dimension supérieure, tu finis par avoir la même expérience qu'avec les psychédéliques et les expériences de mort imminente. Aussi, il y a de très bons livres. Moi-même, je n'ai jamais pris de psychédélique.
Évidemment, je ne peux pas retourner dans le passé pour étudier ces civilisations. Je n'ai jamais eu d'expérience de mort imminente. Mais j'ai lu Dante, j'ai lu Milton, j'ai lu Homère, et je les ai étudiés de très très près. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils disent tous la même chose. Quand Dante, dans sa Divine Comédie, décrit l'univers, quand il décrit Dieu, quand il décrit les cieux, c'est presque comme s'il décrivait une expérience de mort imminente, même si nous n'avons absolument aucune preuve que Dante lui-même ait vécu ce genre d'expérience. Donc c'est choquant. Donc il y a beaucoup de preuves qu'il existe une force supérieure au-delà de nous. Donc le monde des esprits existe, bel et bien. Encore une fois, je ne peux pas prouver qu'il existe, mais il y a de nombreuses preuves qui suggèrent qu'il existe. Alors, une autre question serait, si notre modèle actuel de la réalité ne fonctionne pas vraiment, quelle autre possibilité existe-t-il? Et dans ce cours, je n'essaye pas de vous dire ce qui est vrai, mais simplement de vous présenter de nouvelles possibilités. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter une nouvelle possibilité sur la façon dont la réalité est structurée. Pour commencer, parlons de Kant. Emmanuel Kant a été le plus grand philosophe de tous les temps, le philosophe le plus influent qui ait jamais existé, car il nous a introduit à l'idée que nous ne sommes pas de simples observateurs de la réalité, mais des participants à la réalité. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il veut dire. Pour Kant, il existe un noumen. Le noumen signifie simplement la réalité qui est en dehors de nous, les choses en elles-mêmes. Ce qu'il nous dit, c'est que nous ne pouvons jamais connaître le noumen. Nous ne pouvons jamais connaître cette réalité. Parce que chaque fois que nous percevons la réalité, nous la filtrons à travers le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'existent pas en dehors de nous. Ils font partie de nous. Nous utilisons le temps et l'espace pour interpréter la réalité d'une manière qui nous permet de la comprendre. Ainsi, le noumen, à travers le temps et l'espace, devient le phénomène. Et c'est tout ce que nous voyons. Le phénomène, les choses qui sont pour moi, et non le noumen, les choses en elles-mêmes. Et donc, nous imaginons la réalité, nous hallucinons la réalité. D'accord, mais bien sûr, cela crée 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'est-ce que le noumen? Le deuxième problème, c'est pourquoi avons-nous ces filtres, le temps et l'espace? Le troisième problème, c'est comment? Comment pouvons-nous garantir que ce que je vois est la même chose que ce que tu vois? Parce que si la réalité est une expérience subjective, alors en théorie, chacun devrait la percevoir différemment. Mais nous la voyons tous de la même façon, alors pourquoi? Voilà donc les 3 problèmes. Et donc, ce qui se passe, c'est que Hegel arrive. Hegel, un autre philosophe allemand, et il explique l'idée du Geist. Ce qu'il dit, c'est que le noumen, c'est en réalité le monde des esprits. C'est le Geist. Et quand on fait ça, ça résout les 3 problèmes. Le noumen, tu peux jamais y accéder, parce que c'est au-delà de nous. C'est le Geist qui nous donne le temps et l'espace. Et du coup, comme tout provient d'une seule source, nous voyons le monde de la même manière. Ça a l'air compliqué, mais laissez-moi maintenant utiliser la mécanique quantique pour expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Parlons un peu de mécanique quantique. Alors, en cours de sciences, on vous enseigne le modèle de l'atome de Niels Bohr. C'est un modèle simple. Vous avez le noyau, et autour du noyau, il y a ces électrons qui gravitent autour. On vous apprend ça en cours de physique. Si vous faites de la physique plus avancée, on vous a appris qu'en réalité, c'est un nuage d'électrons. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais vraiment où se trouvent les électrons. Donc, on ne peut connaître que la probabilité de leur position sur l'orbite. C'est pour ça qu'on parle de nuage d'électrons. Et c'est ce qu'on vous enseigne à l'école. Quand vous allez à l'université, on vous dira que c'est complètement et totalement faux. Pourquoi? Parce que cela suppose que ces atomes sont de la matière, qu'ils sont solides. Mais en réalité, si vous allez assez loin, vous découvrirez qu'ils ne sont en fait que des vibrations, ce qu'on appelle des champs quantiques. Et ce ne sont que des vibrations. Et ce qui est réellement l'électron, c'est une intersection de ces champs quantiques. De plus, ces champs quantiques peuvent toujours exister sous 2 états. Le premier, c'est sous forme d'onde. Le second, c'est sous forme de particules. Et on ne peut savoir si c'est une onde ou une particule qu'en l'observant. Et c'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. En d'autres termes,
toute la nature est vibratoire. C'est de l'énergie. Et ce n'est que lorsque nous l'observons, lorsque vous interagissez avec elle, qu'elle devient quelque chose de solide, que nous pouvons voir, mesurer, toucher. C'est ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Donc, c'est compliqué. Alors, un physicien nommé Erwin Schrödinger a créé une expérience de pensée appelée le chat de Schrödinger. Vous en avez peut-être entendu parler, le chat de Schrödinger. Donc, imaginez une boîte et à l'intérieur se trouve un chat. Et puis, dans la boîte, il y a aussi des produits chimiques toxiques qui peuvent ou non se briser. Si elle se brise, le chat meurt. Si elle ne se brise pas, le chat est toujours vivant. Et ce que Schrödinger nous enseigne, c'est que tant que la boîte n'est pas ouverte, on ne peut jamais connaître l'état du chat. C'est seulement en l'ouvrant qu'on peut savoir s'il est mort ou vivant. Mais avant cela, il est à la fois mort et vivant. C'est facile à comprendre. Mais ensuite, un autre physicien a introduit un nouveau concept appelé l'expérience de l'ami, ou l'ami de Wigner. Et c'est plus compliqué parce qu'il dit, d'accord, si vous êtes l'expérimentateur et que vous ouvrez la boîte, vous connaissez maintenant l'état du chat. Mais que se passe-t-il si vous êtes un ami? Vous ne voyez pas la boîte. Vous êtes à l'extérieur d'un laboratoire. Quand l'expérimentateur ouvre la boîte, est-ce que la fonction d'onde s'effondre? Et la réponse est que non. Non, elle ne s'effondre pas. Et ce que ça nous dit, c'est qu'il n'existe pas de réalité objective en dehors de vous. Quand l'expérimentateur ouvre la boîte, la fonction d'onde s'effondre pour lui, mais elle ne s'effondre pas pour l'observateur, ni pour quiconque d'autre. Nous devons ouvrir la boîte nous-mêmes pour voir si le chat est vivant ou mort. Mais que se passe-t-il si cette personne nous le dit? La réponse, c'est que cela ne s'effondre toujours pas. Nous devons participer nous-mêmes à la réalité. Et ce que cela veut dire, d'accord, c'est difficile à comprendre, c'est que chacun vit dans sa propre réalité. Chacun possède un univers unique qui lui est propre. Et c'est ce que la mécanique quantique nous enseigne.